Il y a aussi la nudité, de ces galets, une nudité première, rendue à sa nudité première. D'ailleurs, nous avons mis un peu en lien avec un de mes poèmes qui s'appelle Nu, souverainement nu. Salah Ouaddahar, vous êtes né en Algérie. Vous étiez dans l'enseignement universitaire et vous aviez une importante activité intellectuelle et culturelle là-bas. Dans les années 90, vous êtes arrivé en France et depuis vous habitez à Strasbourg. Ce cheminement intellectuel et culturel, vous le poursuivez ici. Vous êtes membre fondateur du festival Strasbourg Méditerranée. Nous avons le plaisir de nous retrouver aujourd'hui pour parler ensemble de votre première publication, Les témoins du temps et autres traces, publiée aux éditions À plus d'un titre. Est-ce que vous voulez bien nous parler de ce recueil de poésie ? Les textes qui composent ce recueil s'étalent sur la période de 1973 jusqu'à 2020. Jusqu'à 2020. Et c'est des textes qui correspondent à des séquences, enfin, qui sont un peu l'expression de séquences historiques, aussi bien de mon histoire individuelle et familiale que de l'histoire du pays, des histoires d'ailleurs qui sont mêlées, s'entrelacent constamment. C'est à partir de 2010-2011 où l'idée d'en faire quelque chose commençait à s'imposer à moi. Et donc c'est en 2011-2012 où j'avais éprouvé ce besoin de faire connaître ce travail, de le traduire dans quelque chose, notamment à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, où j'avais ressenti ce besoin de repartir, de revisiter les lieux, cette mémoire, cette enfance dans la guerre, parce que j'étais un enfant de la guerre, j'avais 11 ans à l'indépendance de l'Algérie, donc j'en garde des souvenirs très vifs, très vivants encore à ce jour. Donc j'avais besoin de repartir, de raconter un peu mon enfance, qui est aussi l'enfance d'un pays, aussi, enfin un pays en guerre, l'enfance dans la guerre. Et donc, je commençais à rassembler des textes, à en écrire d'autres, parce que moi, je commençais à écrire, et à prendre des photos. Dans le jardin de mon enfance, des figuiers, des grenadiers, les mêmes peut-être à l'ombre desquels j'ai souvent rêvé de toi, parfum de mes songes, l'été finissant. Les morts veillent sur les vivants, patients, indulgents. Ils ont l'éternité devant eux, la mer pour compagne, le repos pour horizon, la maison où je suis né. Dans ce recueil de poésie, on découvre également de nombreuses photos en noir et blanc. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez fait ce choix de mêler à la fois le texte et la photographie ? Dans ce croisement entre les textes et les images, je voulais jouer sur des décalages, je voulais jouer sur des failles, sur des brisures, sur des... qui, à ce moment-là, peut-être, de mon point de vue, pouvaient restituer toute la profondeur des non-dits de cette guerre, de cette enfance, de, d'exil, de ce pays qui continue à se chercher, de ce rapport incertain, fragile, problématique, au temps, à l'histoire, à la mémoire, à l'espace. Il y a le noir et blanc, donc il y a quelque chose une espèce de mélancolie aussi qui semble se dégager de ces photos et des textes d'ailleurs aussi. Mais cette mélancolie
était quelque part pour moi une mélancolie jouissive. Il n'est pas du tout synonyme d'enfermement, de rumination dans un passé révolu. Et tout au contraire, quelque chose qui pouvait suggérer l'idée de la traversée, de la marche, de la faim, de la soif, de la quête, de rivages, de nouveaux rivages, des rivages de la dignité, de la liberté, des rivages humains. Donc c'est un peu ce pays en mouvement, à la fois toujours un peu dans ce déchirement entre l'immobilisme et le mouvement, entre le solide que traduisait d'ailleurs l'histoire, la présence, l'omniprésence de la pierre dans mes textes et le liquide, qui est l'histoire de l'écoulement du temps. Enfin bref, il y a c'est un peu tout cela que je recherchais. Mais ça, c'est ce que je recherchais moi. Mais après, en termes de réception, ce que le lecteur pouvait ressentir, ça c'est une autre histoire. Ai-je un pays ? Ai-je encore un pays ? Mon pays, c'est la langue. Se convainquit-il ? Les béances de la langue, les indéchiffrables blessures de la langue, l'impossible langue, la langue de l'enfance, des commencements, des jaillissements fondateurs, le vertige des musiques perdues. La pierre occupe une place centrale dans votre œuvre, aussi bien dans les textes que dans les photographies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rapport à cet élément ? La thématique de la pierre occupe une place importante dans ce processus, dans cette interrogation dont je parlais tout à l'heure de notre rapport au ton, à l'histoire. Et c'est aussi un élément de mon histoire personnelle, parce que aussi mon père était un tailleur de pierre. Donc quelque part, dans ce cheminement, je voulais aussi rendre hommage aux pierres de mon père. Je voulais m'interroger un peu sur ce pourquoi de ce type de rapport que nous entretenons avec notre environnement historique, mémoriel, physique, symbolique, etc. Mon travail s'inscrit aussi dans cette volonté d'aller à contre-courant, en tout cas de retarder en tant soit peu, je ne sais pas si ça arrive, un peu cette érosion. Donc il y a un problème de restitution, de réappropriation dont on a été dépossédé, et que le thème de la pierre, c'est quelque chose, c'est presque de l'immémorial, c'est quelque chose qui pourrait nous aider à refonder un récit, et tenter d'habiter de nouveau notre pays, notre monde. Et la pierre dit à la pierre : j'arrête là ma course. La terre est trop petite pour moi. Vaste est ma solitude. J'interromps là le récit de l'improbable rencontre. D'autres viendront après moi et le reprendront. Ils le marqueront de leurs rêves et de leurs brûlures. Ce sera leur manière à eux de dire et de nommer le monde et de l'habiter de nouveau. Salah Dahar, il y a un autre thème qui revient de manière obsédante dans votre recueil de poésie. Il s'agit de l'exil. Quel regard portez-vous sur l'exil au regard de votre propre expérience et au regard de ce qui se passe dans le monde ? L'exil, c'est une tension permanente entre la blessure et une promesse de recommencement, de reconstitution de soi, de reconstruction. Donc il y a toujours cette tension permanente que j'appelais les chaudrons fertiles de l'histoire. C'est-à-dire qu'à la fois, il peut être douloureux, mais il peut être aussi une promesse, c'est-à-dire un déchirement refondateur. Et dans cette tension-là, qu'on peut peut-être puiser une certaine énergie, un certain espoir, un espoir d'un horizon, et
d'un non-renoncement. Voilà. Alors, il y a autre chose aussi, parce que nous sommes aussi dans une de révolution numérique, de révolution technologique, avec une accélération terrible, c'est extraordinaire, parce qu'on ne peut pas comparer l'exil géographique de nos aînés, des travailleurs immigrés, arrachés à leur pays, à leur village, pour la plupart, ne maîtrisant pas la langue, ne maîtrisant pas le code, qui ont dû partir travailler dans des conditions, dans la solitude, dans des conditions difficiles, etc. Il y a peut-être d'autres formes d'exil qui pèsent que l'exil géographique. Et là, je pense que ça dépasse largement les Algériens. Nous sommes dans une forme d'étrangérité à notre monde. Paradoxalement, nous perdons l'initiative et la maîtrise de notre destin historique, de notre destin universel, du monde. Je parle beaucoup du monde. Je ne sépare pas, je parle toujours de notre monde, etc. Nu, souverainement nu, ni habit de fête, ni habit de deuil, ni gloire, ni déchéance, ni idole, ni parure, ni parti, ni tribu, ni certitude, ni demeure. Nu, souverainement nu.